La pièce était remplie du tintement des verres, de parfums chers, de rires forcés, et pas d'une seule personne que je pouvais sincèrement appeler ma famille. Je me tenais près du gâteau, un gâchis à 2 étages d'allure bon marché avec des fleurs en glaçage plastique. Mon nom y était inscrit, Chloé, mais aucune trace d'amour, juste une décoration pour la forme. Ma mère en avait fait des tonnes, prétendant que toute cette fête d'anniversaire était son idée. Ce n'était pas le cas. Elle ne s'était même pas souvenue de la date l'année dernière. 22 ans déjà. L'oncle Michel a souri, son haleine empestant le whisky. Tu vieillis, Chloé. Tu as trouvé un vrai travail où tu fais toujours semblant d'être écrivaine? Ma mâchoire s'est crispée. J'ai souri du bout des lèvres. Toujours en train de faire semblant, tout comme tu fais semblant d'avoir encore des cheveux. Son rire a éclaté comme un aboiement. Tu as la langue bien pendue de ta mère. Maman, qui se tenait à proximité dans une robe beige moulante et avec des boucles d'oreilles en diamant qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir, m'a lancé un regard noir. Sois poli. Cette fête ne tourne pas uniquement autour de toi. Tu sais que ton grand-père est ici. Je me suis mordu la langue. Grand-père Étienne, la seule raison pour laquelle tout le monde dans cette pièce se tenait bien. La seule personne qui m'ait jamais vu, vraiment vu. Pas comme un échec, pas comme quelqu'un qui leur devait quelque chose, mais comme un membre de la famille. Il est entré dans la pièce exactement comme il le faisait toujours, silencieusement, et pourtant toutes les têtes se sont tournées. L'atmosphère de la pièce a changé. Les conversations se sont tues en pleine phrase. Même mon père, qui ne s'inclinait jamais devant personne, s'est redressé. Grand-père Étienne n'était pas du genre bruyant, il n'en avait pas besoin. Son seul silence faisait transpirer les gens. Il a marché lentement vers moi avec ce sourire indéchiffrable qui était le sien. « Chloé » a-t-il dit en posant une main ferme sur mon épaule. « Joyeux anniversaire, ma chérie. »« Merci, grand-père. » Ma voix s'est légèrement brisée. Puis il s'est penché, sa voix douce. « L'appartement est confortable ?» J'ai penché la tête. « Quel appartement ?» Un silence de mort. La musique jouait toujours en fond, un jazz doux, mais elle semblait s'être évanouie à des kilomètres. Le verre de ma mère tremblait dans sa main. Papa s'est agité maladroitement, évitant le regard de grand-père. Il s'est redressé lentement, tournant toute son attention vers eux. « Alors où ?» a-t-il demandé, « est passé l'argent ?» Tout le monde a retenu son souffle. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pensais que nous attendions, a commencé papa, ses yeux fuyants. Tu as dit. Je n'ai rien dit, l'a coupé grand-père. J'ai viré l'argent il y a 3 mois. L'acompte complet. Je vous ai dit de la faire emménager avant son anniversaire. Je les ai dévisagés, l'estomac noué. Il y a 3 mois. Je n'en ai jamais entendu parler, ai-je dit, le cœur battant. Je vis toujours au sous-sol. C'est sorti d'une manière plus pathétique que je ne l'aurais voulu, mais c'était la vérité. Maman s'est avancée. Elle ne nous a jamais dit qu'elle voulait déménager. Elle a été instable ces derniers temps. Instable, ai-je répété, la voix vive. Elle se bat avec sa sœur. Elle nous parle à peine, a-t-elle continué, la voix aiguë. Et elle n'avait pas besoin d'un appartement. Nous avons pensé qu'il valait mieux garder l'argent pour le moment, juste au cas où elle. Grand-père a levé une main. Elle s'est tue, comme si quelqu'un avait tiré la corde d'une marionnette. Je vous ai donné une seule instruction, a-t-il dit calmement. Assurez-vous qu'elle ait son propre espace. Vous deux m'aviez promis qu'elle aurait l'appartement. Et nous allions le faire, a dit papa, désespéré maintenant. Mais nous avons été occupés. Et ne le faites pas, a dit grand-père, sa voix soudainement dangereuse. N'insultez pas mon intelligence. Quelques membres de la famille se sont discrètement éclipsés du salon, feignant de s'intéresser au buffet ou à la vue sur la terrasse. Je pouvais sentir la chaleur des regards sur nous. Grand-père s'est tourné vers moi. Veux-tu partir? J'ai cligné des yeux. Quoi? Il m'a regardé avec des yeux qui ne s'étaient pas adoucis depuis des décennies. Tu ne devrais pas passer une nuit de plus dans cette maison. Maman a eu un hoquet de surprise. Attends, Étienne. Non. Non, a-t-il lâché sèchement. J'ai fini d'attendre. Vous l'avez tous traitée comme si elle était jetable. Et maintenant, vous allez découvrir ce que l'on ressent quand on est jetable.
Et sur ces mots, il a sorti son téléphone. Grand-père Étienne n'élevait jamais la voix, mais quand il parlait, le monde ajustait son volume. Il a tapoté l'écran de son téléphone et l'a porté à son oreille. Daniel, prépare les clés. Je l'amène ce soir. Ma mère s'est avancée, tremblante. Attends, papa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas simplement. C'est un malentendu. Vous avez mal compris ma patience, a-t-il dit froidement. Tout le monde dans la pièce portait maintenant le même masque, celui d'une peur glacée. La fête n'était plus une fête. C'étaient les funérailles de la réputation que mes parents avaient mis des décennies à construire. Je suis resté là, abasourdi. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé droit dans les yeux. Je t'ai acheté un appartement de 2 chambres au haut du lac. Payé d'avance, entièrement meublé, avec sécurité, vue sur jardin, parking privé. Il était à toi dès l'instant où j'ai viré l'argent. J'ai eu la nausée. Et ils ne me l'ont jamais dit. Il s'est tourné vers mon père. Non, ils ne l'ont pas fait. Le visage de papa était rouge maintenant. Nous allions lui faire la surprise. Avec quoi? La voix de grand-père a claqué comme un fouet. L'appartement qu'elle n'a jamais vu? L'argent que vous avez dépensé? Il a laissé ses mots suspendus dans l'air comme une guillotine. Mon cœur s'est emballé. Tu as donné. Combien? Il m'a regardé slowly. 300 000 €. Je leur ai demandé de garder le reste pour tes prêts étudiants et ton fonds d'urgence. Il s'avère que l'urgence, c'est maintenant. Les mains de ma mère tremblaient. Nous avions des dépenses. Les affaires allaient mal. Votre fils a perdu son travail. Vous voliez votre propre fille, a-t-il dit simplement. La pièce a halté. Quelques tantes se sont retirées dans les coins, prétendant ne pas être témoins de ce désastre. Ma sœur, Amandine, s'est faufilée derrière l'îlot de cuisine, son téléphone enregistrant clairement la scène. Grand-père l'a remarqué. Tu peux envoyer ça à l'avocat aussi, Amandine. Ça fera gagner du temps. Papa a tenté d'intervenir. D'accord, calmons-nous tous. C'est une affaire de famille. On peut arranger ça. Vous voulez dire l'étouffer, a répondu grand-père en se tournant vers la porte. Chloé, va chercher ton sac. Je n'ai pas bougé. Tu ne restes pas ici une nuit de plus, a-t-il dit en marchant droit sur moi. Tu viens avec moi, et demain matin à la 1re heure, tu verras ce qui était censé être à toi. Mais mes vêtements, mes affaires. Il a posé une main sur mon dos. Nous achèterons de nouvelles choses. J'en ai assez de les regarder faire semblant d'être des parents. Ma mère a de nouveau eu un hoquet de surprise. Tu ne penses pas ce que tu dis. Oh, je pense chaque mot, a-t-il dit. Mes mains tremblaient alors que je marchais vers la porte. Mes parents n'ont rien dit. Ils n'ont pas supplié, ne se sont pas excusés. Ils ont seulement regardé, comme si leur peur n'était pas de me perdre. Leur peur était d'être démasqué. Je me suis arrêté à la porte. Vous avez pris mon avenir et l'avez appelé votre plan de secours. Vous m'avez enterré sous ce toit comme si j'étais un échec. Vous m'avez fait croire que je ne valais rien. Papa a détourné le regard. Les lèvres de maman ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Grand-père a ouvert la porte d'entrée. Tu n'as jamais été le problème, Chloé. Il ne voulait simplement pas te laisser devenir quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, et juste comme ça, j'ai laissé derrière moi mon anniversaire, ma famille, et tous les mensonges qu'ils avaient racontés, ignorant que ce n'était que le début. Car ce que j'allais découvrir à l'intérieur de cet appartement allait éventrer un secret pour lequel ils étaient prêts à m'enterrer. L'appartement n'existait pas simplement, il scintillait. De hauts plafonds, des baies vitrées, des meubles beiges et doux, des comptoirs en marbre, un balcon qui donnait sur une cour privée avec une fontaine qui semblait sortie d'un tableau. On n'avait pas l'impression que c'était un endroit où vivre. On aurait dit un endroit qu'il fallait mériter. Et d'une manière ou d'une autre, il avait toujours été à moi. Bienvenue à la maison, a dit grand-père en me tendant la carte clé. Je l'ai serré fort. Je ne comprends pas. Pourquoi m'aurait-il caché ça? Il a expiré lentement et s'est assis sur le canapé crème, enlevant sa montre comme si c'était un mardi comme les autres. Parce que tes parents sont noyés sous les dettes. Ton père a contracté 3 lignes de crédit l'année dernière, et ta mère a fait défaut sur le prêt de sa boutique il y a 2 mois.
Je savais qu'ils étaient désespérés, mais je leur ai donné une chance. Je leur ai confié ton avenir. Ma gorge s'est serrée. Mais ils ont toujours dit qu'ils allaient bien. Il m'a lancé un regard. Tes parents sont des acteurs, Chloé. Pas le genre professionnel, le genre qui survit. Ils jouent le confort, le succès, le contrôle. Tout n'est que poudre aux yeux. Et toi, unfortunately, tu étais le otage le mieux gardé. Ça m'a frappé comme une gifle glaciale. Je n'allais jamais avoir l'appartement, ai-je murmuré. Il n'allait jamais me le dire. La voix de grand-père s'est adoucie. Non. Parce qu'il ne te voit pas comme une personne. Il te voit comme un portefeuille. J'ai levé les yeux, secoué. Pas aujourd'hui, a-t-il dit. Plus maintenant. Il s'est levé et a marché dans le couloir, revenant quelques instants plus tard avec un homme en blazer et lunettes. Voici Jacques, a dit grand-père. Mon avocat. Jacques a hoché la tête poliment. Mademoiselle Chloé, vous voudrez vous asseoir. Je l'ai fait, bien que mes jambes aient à peine fonctionné. Grand-père s'est penché en avant. Quand ta grand-mère est décédée, elle a laissé derrière elle une fiducie, pas seulement pour tes études, mais pour toi personnellement. Elle devait être disponible dès que tu aurais 21 ans. Je l'ai fixée. Mais je n'ai jamais rien reçu. Parce que ton père l'a intercepté. Jacques a ouvert un dossier et m'a tendu une feuille. Je l'ai lu, une signature, une lettre de demande falsifiée. Ce n'était pas ma signature, mais elle était proche. Je n'ai jamais signé ça. Je sais, a dit grand-père calmement. Nous engageons des poursuites. Je ne voulais pas le croire, que mon propre fils ferait ça à sa fille, mais j'avais des doutes. Alors, nous avons attendu, observé, rassemblé des preuves. J'ai regardé les chiffres. Le fonds en fiducie contenait près de 800 000 euros. La majeure partie avait disparu. Des larmes m'ont piqué les yeux, mais pas de tristesse. De la fureur. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'étais un fardeau, ai-je dit. Ils m'ont dit que je devais faire des sacrifices, être reconnaissante pour tout ce qu'ils me donnaient. Ils ont dit que je n'étais pas assez mature pour gérer l'argent. Jacques a hoché la tête. Parce que l'argent t'aurait donné la liberté. Il ne pouvait pas se le permettre. Ma poitrine me brûlait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Grand-père s'est levé lentement et délibérément. Maintenant, nous mettons tout sur la table. Absolument tout. Nous partons en guerre. Mais ce sont mes parents. Ils ont cessé d'être tes parents au moment où ils ont volé ta voix. Et maintenant, tu parleras pour toi-même. J'ai de nouveau regardé le dossier. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de tout ce qu'ils avaient volé, mon indépendance, ma dignité, ma propre estime. Et j'allais tout récupérer. Le lendemain matin, grand-père avait déposé des requêtes au tribunal. Un gel financier, des avis juridiques, le début de la tempête. Et la maison où j'ai grandi? Elle serait la première à partir. La salle d'audience bourdonnait d'une tension silencieuse, celle qui se loge juste sous la peau et rend les battements de votre cœur plus forts qu'ils ne le devraient. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la pièce, flanqués de leur avocat, un homme en sueur dans un costume froissé qui semblait ne pas s'attendre à ce que cette affaire voie le jour. Ma mère portait ses perles comme une armure. La mâchoire de mon père était crispée, les bras croisés comme s'il mettait le monde au défi de contester sa version de la réalité. Mais à côté de moi se trouvait Étienne Dubois, mon grand-père, et à côté de lui Jacques, calme, préparé, implacable. Je serrai ma copie de la lettre falsifiée. La juge a regardé mes parents par-dessus ses lunettes. Soyons clairs, le fonds en fiducie était destiné uniquement à mademoiselle Dubois. Oui, votre honneur, a répondu Jacques. Il a été structuré pour s'activer à son 21e anniversaire. Elle a maintenant 22 ans. Les fonds ont été consultés il y a des mois sans son consentement par ces deux individus. Mon père s'est levé brusquement. Nous n'avons rien volé. C'est notre fille. Nous la protégions. De quoi, les yeux coupés, ma voix stable pour la première fois depuis des années. Il s'est tourné vers moi, surpris que j'aie parlé. D'être indépendante? De connaître la vérité? D'avoir des options? Ses yeux se sont assombris. Tu penses que l'argent te rend mature? Te rend meilleur que nous? Je me suis penché en avant, le fixant dans les yeux. Je pense que mentir à son enfant,
falsifier des documents et vider son avenir de sa substance fait de vous un criminel. Ma mère a eu un hoquet. Chloé, comment peux-tu? Non, ai-je lancé. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'ingrate. Vous avez bradé mon avenir en me souriant au visage. La juge a levé la main. Poursuivons. Jacques a exposé la chronologie, le document falsifié, la piste des dépenses, les retraits bancaires, les transferts, même des relevés de cartes de crédit à mon nom que je n'avais jamais vus. Ils m'ont utilisé comme un distributeur automatique de billets. Et maintenant, ils étaient démasqués. Je veux porter plainte, ai-je dit clairement en me levant. Ils n'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont pris des années de ma vie. Ma confiance. Ma paix. La pièce est tombée dans le silence. Même les épaules de mon père se sont légèrement affaissées. Grand-père a posé une main sur mon dos. C'est ma fille. La juge s'est penchée en arrière. Je place un gel temporaire sur les actifs des défendeurs. Un audit complet sera mené. Sur la base des preuves préliminaires, cette affaire ira de l'avant. Des poursuites pénales sont maintenant envisagées. Ma mère s'est couvert le visage. Mon père n'a pas bougé. Alors que l'huissier annonçait la suspension de séance, ils m'ont paru plus petits que jamais. Je suis sorti dans le couloir, le cœur battant. Jacques m'a suivi. Ça va? Non, ai-je dit sincèrement. Mais ça ira. Parce que ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une reconquête. Tout ce qu'ils avaient essayé d'enterrer, ma voix, mes droits, ma vie, je le déterrais. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement sur mon canapé, en train de dîner avec mon grand-père, l'homme qui me voyait. Sais-tu pourquoi j'ai attendu, a-t-il demandé. Pourquoi? Parce que le meilleur pouvoir est celui que l'on gagne, pas celui que l'on reçoit. Et aujourd'hui, tu m'as montré que tu as gagné chaque fichu morceau de ta vie. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Je ne veux plus jamais être cette fille. Celle qui mendiait des miettes à des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de la nourrir. Tu ne le hais pas, a-t-il dit. Cette fille est morte le jour où tu t'es levé et as dit, ça suffit. Et dans ce silence entre nous, quelque chose de nouveau est né, une femme. 3 mois plus tard, le règlement du tribunal est arrivé, ainsi que les gros titres, héritiers de la tromperie, des parents inculpés pour le détournement de l'héritage de leur fille. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens qui chuchotaient autrefois dans mon dos lors des dîners de famille inondaient maintenant ma boîte de réception de messages du genre « Je n'en avais aucune idée » et « Si jamais tu veux parler ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La juge m'a accordé une restitution intégrale. Chaque centime prélevé sur la fiducie devait être remboursé, y compris les intérêts. La propriété qu'ils avaient achetée à mon nom a été saisie. Mes parents ont été interdits de gérer des comptes financiers liés à une fiducie familiale à nouveau. Mon père a perdu ce qui restait de son entreprise. Ma mère, la reine de l'image, a disparu de sa vie en ligne habituelle. Mais je n'ai pas exulté. J'ai avancé. Pas physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, définitivement. Avec l'aide de grand-père, j'ai lancé quelque chose de nouveau, la Fondation des Voix Ignorées. Sa mission était simple, soutenir les jeunes adultes qui avaient été contrôlés financièrement, manipulés ou maltraités par leur propre famille. Nous offrions des ressources juridiques, du conseil, des subventions, une aide réelle. Et la première personne que j'ai embauchée était Amandine, ma jeune sœur. La fille qui avait autrefois enregistré le chaos dans le salon m'aidait maintenant à changer des vies. Elle n'était pas innocente, elle avait su que quelque chose n'allait pas. Mais elle s'est excusée. Elle était sincère. J'ai vu la peur dans ses yeux, la peur que je portais autrefois. Elle ne voulait pas finir comme eux. Je ne la laisserai pas faire. Le jour où ils ont de nouveau tenté de me contacter a été inoubliable. Tout a commencé par un coup à la porte. Jacques a ouvert la porte, surpris. « Tu as de la visite. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. « Qui ?» Il s'est écarté. Mes parents se tenaient dans le couloir, plus minces, plus vieux, vaincus. « Chloé, » a dit maman doucement. « On peut te parler ?» Papa n'a rien dit, il fixait juste le sol. Je me suis levé, le cœur stable. « Vous n'êtes pas censé être ici, » ai-je dit. « Je sais » a-t-elle murmuré. « Mais nous avons tout perdu. Nous n'avons nulle part où aller. » J'ai hoché la tête lentement. « Vous aviez tout, vous m'aviez moi,
et vous m'avez utilisé comme un compte en banque. Nous avions peur, a-t-elle suffoqué. Ton père était en pleine spirale. Les prêts, les affaires. Nous pensions que c'était temporaire. Mais vous l'avez rendu permanent, ma voix s'est brisée. Vous m'avez brisé. Papa a levé les yeux. Nous ne voulions pas, mais vous l'avez fait. Il se tenait là, s'attendant à quoi? De la pitié? Un câlin? La rédemption? J'ai reculé. Je vous pardonne, ai-je dit. Ma mère a eu un hoquet. Mais cela ne signifie pas que je vous veux dans ma vie. Le pardon n'est pas une permission, et ce n'est pas une invitation. La mâchoire de papa s'est crispée, mais il n'a rien dit. Grand-père Étienne est apparu derrière moi, solide comme un roc. Partez maintenant. Ils ont hésité. J'ai dit, partez. Et ils sont partis. Ce soir-là, je me suis assise avec grand-père sur le balcon. L'air était vif. Les lumières de la ville clignotaient sous nos pieds. Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu le faire, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, fatiguée, mais entière. Je ne suis plus en colère. Bien. La colère s'estompe, mais la force, non. Il a levé son verre. À Chloé Dubois, a-t-il dit. La fille qu'ils ont sous-estimée. La femme qu'ils n'oublieront jamais. J'ai souri, pour de vrai cette fois. À la reconquête de tout, ai-je dit.